Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver. Pour ce nouvel épisode de Côtier Mondial, c'est donc de cette manière que les choses sérieuses démarrent. La victoire de l'Argentine contre l'Australie 2-1, celle des Pays-Bas un peu plus tôt dans la journée contre les États-Unis 3-1, c'était le premier jour de tour à élimination directe de cette Coupe du Monde, c'était le premier jour de huitième de finale, et on a donc notre premier quart Argentine-Australie, on aura l'occasion d'en discuter, mais dans le cadre de cette vidéo, comme d'habitude, on va analyser chaque match, voir ce qui s'est passé, quelles leçons et quels enseignements on peut en tirer pour la suite. En commençant d'abord par Argentine-Australie. Victoire acquise par les Argentins avec 2 buts, celui de Lionel Messi juste avant de rentrer au vestiaire, celui de Julián Álvarez en sortant. Attention, réduction du score en fin de match et une fin de partie où les Argentins ont particulièrement souffert. Beaucoup de choses à dire de ces Australiens qui quittent le tournoi véritablement la tête haute, on va en reparler. Pour les Argentins, est-ce que c'est la satisfaction d'accéder au prochain tour, d'être finalement qu'à 3 marches de la victoire finale, un quart, un demi, une finale, plus qu'à 3 victoires du sacre, ou est-ce que c'est l'inquiétude d'avoir tant souffert en fin de rencontre et d'avoir pas été franchement emballant au début non plus, malgré la bonne performance, je dirais même la grande performance de Léo Messi, qui marque un but, aurait pu donner au moins 2 passes décisives et a généré quasiment toute l'activité de son équipe. Millième match en carrière pour lui sur cette Argentine-Australie, 8e de finale de Coupe du Monde. Alors initialement, ce que j'ai vu, c'est Enzo Fernandez qui a été titularisé pour notre plus grand plaisir et qui décrochait beaucoup entre les deux centraux pour avoir une petite supériorité numérique à la relance face aux deux avants australiens, qui est l'Australie qui défendait grosso modo en 4-4-2. Mais du coup, je trouvais que ça crée vraiment un grand vide dans l'entrejeu pour les Australiens, pour les Argentins, pas beaucoup de solutions pour progresser par la passe. Ce positionnement d'Enzo Fernandez, je me disais, ouais, ça peut être un peu contre-productif, j'aimerais le voir un cran plus haut. De toute manière, ça a été très difficile pour l'Argentine de se créer des occasions, parce que l'Australie avait un plan de jeu assez clair. Je pense que c'est à la base un plan de jeu qui lui convient bien, mais a fortiori contre les Argentins, il s'appliquait très clairement, vous le voyez ici, un bloc très dense entre les lignes, entre la première ligne et la dernière ligne, pas beaucoup d'espace, mais surtout très dense sur la largeur. Regardez la taille de ce bloc sur la largeur et l'espace laissé libre sur les côtés. Pourquoi ? Parce que les Argentins n'ont pas vraiment de menace sur les côtés. Typiquement ici, je pense que c'est Molina qui va même pas être servi parce que grosso modo les Argentins n'ont pas de joueurs de percussion, de créativité, de dribble, d'explosivité à mettre sur les côtés qui peuvent incarner un danger. Ils n'ont pas de joueurs à la réception des centres aussi, de potentiels centres. Donc finalement, si tu n'es pas inquiété par de potentiels centres, pourquoi t'inquiéter à défendre les côtés? Pourquoi perdre de l'espace et des joueurs pour défendre les côtés si t'as pas peur de centre? A fortiori, les Argentins incarnent pas une grande menace sur centre, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs à la réception potentielle de ces centres, mais encore moins contre l'Australie qui a des Golgoth absolus en défense, notamment en défense centrale, avec Harry Souttar, il n'est pas le seul. Les gabarits des Australiens faisaient qu'ils étaient quasiment invulnérables sur de potentielles menaces aériennes, et on va le voir un petit peu plus tard, notamment. Donc typiquement là, sur ce ballon qui pourrait être renversé, à destination, je crois que c'est Molina, ce ne sera pas la solution privilégiée par l'Argentine. Et le problème de l'Argentine, je pense qu'on a encore plus vu sur ce match, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs petit format, qui aiment bien toucher le ballon entre les lignes, dans l'axe, grosse présence axiale, qui aiment bien recevoir le ballon dans les pieds avant tout, pas des grands fans de profondeur, pas des grands fans d'élimination, plus tricoter, trouver les petits espaces par la dribble, par la passe, les tout petits crochets, mais vraiment dans l'axe, où grosso modo, sinon, le plan de jeu majeur, c'était trouver Lionel Messi face au jeu. Grosso modo, c'était ça, que ce soit bas ou haut. L'idée, c'était de trouver Lionel Messi face au jeu. Donc, par exemple, ici, sur un ballon de Rodrigo de Paul à destination d'Enzo Fernandez, le circuit, il est clair depuis le début, c'est trouver Messi en troisième homme, qui est là. Comme ça, tu vas pouvoir le trouver face au jeu. Peut-être qu'après, il va pouvoir mettre son ballon typique, genre comme à Jordi Alba, époque Barça. Et ensuite, une passe en retrait. Enfin, voilà, typique les actions de Léo Messi. Donc là, c'est ce qui va être fait. Hop, tu trouves Messi face au jeu. Et à partir de là, une occasion plutôt dangereuse a été générée pour l'Argentine. Boum, il écarte. Papou Gomez sur le côté peut percuter, peut rentrer. C'est pas un dribbleur explosif, extrêmement vivace. Mais il est peut-être le joueur argentin, peut-être a fortiori avec l'absence de Di Maria sur ce match, qui était le plus en mesure d'utiliser ces qualités-là, même s'il ne les a pas énormément. Pour moi, c'est plus un joueur d'axe quand même. Et donc, il déclenche une frappe, elle passe largement au-dessus, elle est totalement ratée. Mais quand même, c'est une des meilleures situations de l'Argentine sur ce premier quart d'heure.
grâce au fait d'avoir trouvé Messi face au jeu, même si c'était très bas. Mais grosso modo, assez inquiétant quand même pour cette Argentine dans sa production offensive. Et là, typiquement, c'est ce que je vous disais, il y a eu un ballon, je crois, aérien qui a été tenté dans la surface. Est-ce que c'est Rodrigo de Paul, je pense, ou Enzo Fernandez plutôt, à destination de Léo Messi? Pourquoi pas tenter un petit ballon renversé comme ça pour aller trouver la profondeur? Ouais, à d'autres. Pas très souvent, je pense, l'Argentine réussira à utiliser ce circuit avec efficacité, et encore moins quand tu as Harry Souttar dans la surface qui peut juste bloquer, intercepter facilement. Donc écoutez, voilà, on le voit à nouveau, ce bloc australien très compact et très très dense sur la largeur. Enfin, ça c'est quand même, moi j'ai déjà vu des blocs denses sur la largeur, mais aussi dense que ça, avec autant d'espace laissé sur les côtés. Bon, typiquement, tu vois que c'est une attitude défensive que tu n'adoptes pas contre d'autres équipes. Si tu as un Mbappé sur le flanc droit, évidemment, tu vas être beaucoup moins dense sur la largeur. Et contre l'Argentine, l'idée, c'est surtout protéger l'axe. Mais du coup, ce que les Australiens faisaient plutôt pas mal, et on commençait à faire de plus en plus, c'est qu'une fois que l'axe était bien verrouillé et que les Argentins, pardon, j'ai souvent me tromper, je crois, donc désolé d'avance, mais quand les Argentins étaient conduits à redescendre, du coup, et bah, les Australiens se disaient, allez, bah, nous aussi, on peut faire le plan de jeu Hervé Renard et avoir notre ligne à la médiane et commencer à presser, être un peu agressif face à une défense argentine, des joueurs défensifs argentins, des joueurs bas argentins qui sont pas hyper à l'aise balle au pied. On l'a vu notamment en seconde période avec une grosse passe ratée d'Otamendi. Ouais, c'était une possibilité pour eux. Je trouve que l'Argentine aussi, on l'a vu sur cette première période, pas une très très bonne équipe de pression, a laissé beaucoup de ballons à l'Australie sur de très longues phases. Ça c'est, regardez, 21-51. L'action, elle commence même un peu plus tôt, à 21-30, un truc comme ça. Là, on est 22-48. Je ne peux pas vous mettre tous les screenshots, mais promis, vous pouvez aller checker. C'est une phase de possession ininterrompue pour l'Australie. L'Australie a pu faire tourner pendant 20-25 passes, pendant plus d'une minute. Et c'est l'Australie. Et en face, c'est censé être l'Argentine. Et là, tu as Aaron Moy qui est ici, qui vient de rentrer, ligne médiane. La distance des Argentins vis-à-vis du porteur, enfin, c'est un délire. Je comprends pas, surtout que l'Argentine, c'est pas comme si c'était une équipe qui pouvait aller exploser en transition à la récupération. Et du coup, je comprends l'idée d'être bas pour pouvoir... non, c'est une équipe qui a pas beaucoup de mobilité en transition. Donc, le fait de pas presser, je trouve ça assez incompréhensible. Et typiquement, bah là, Aaron Moy, pas du tout cadré, tranquille, dans un fauteuil. Il peut faire sa passe masquée, mine d'ouvrir son corps pour une passe latérale. Et en fait, non, hop, à destination de Jackson Irvine, là, qui est entre les lignes, vous allez le voir, il fait mine d'ouvrir le corps et hop, super passe qui est mise pour Jackson Irvine là, et l'Australie peut avoir un mouvement dangereux, hop, permet d'écarter sur notre ami, celui qui a pris le carton jaune un peu stupide, Beish, il me semble que c'est lui, à moins que ce soit Lecky sur cette action, mais c'est comme ça que l'Australie obtient son premier corner, et ça c'est un peu le plan de jeu de l'Australie, corner, coup de pied arrêté, Harry Souttar de la tête, c'est ce qu'ils ont tenté une première fois, ça échoue, mais ils en ont un second quelques minutes plus tard, et cette fois, ils vont trouver la tête du monstre. Ils vont trouver la tête d'Harry Souttar, hop, qui s'élève par-dessus tout le monde. Oh, cette image, elle est impressionnante. Et sa tête est contrée ici, heureusement, par Cristiano Romero, je crois, heureusement, pour l'Argentine. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça c'est juste l'action qui amène au premier but. Donc quand même l'Argentine a eu quelques moments de pression. Finalement c'est ça qui est intéressant, c'est j'ai montré à quel point ils étaient aussi apathiques et passifs sans ballon. Leurs deux buts viennent de situations où, ok, là ils y vont, et là ils se mettent à être agressifs sur le porteur. Ici, c'est Beish qui est un petit peu pris dos au jeu, ok, qui essaie de se retourner, et c'est Messi qui le prend en chasse et qui va le conduire à dribbler directement en touche. D'ailleurs, il va y avoir, comme vous en souvenez peut-être, une petite friction entre les deux, Beish-Messi, parce qu'il y a 7 accrochages en dehors des limites du terrain, ouais, ça devient un petit peu violent, et lui ensuite va s'énerver, direct sur la touche, direct sur la remise en jeu, là, c'est ce que j'ai trouvé totalement stupide, et vraiment un coup de karma pour lui, une action où il a vraiment montré son manque de nerfs, on va dire, va mettre un taquet au joueur qui reçoit, ouais, s'engueule un petit peu. On passe sous silence le commentaire, mais si vous connaissez un petit peu les Australiens et les insultes classiques britanniques, peut-être que vous l'avez celle-là. En tout cas, coup franc obtenu par Léo Messi, ça va être tapé dans la boîte, dégagé, mais ça revient sur Messi ici, et c'est de là que vient le but. Il va rentrer intérieur, classique, enfin ça c'est une action qu'on a vue 1 million de fois, rentre intérieur, petit appui, et il peut être retrouvé pour aller déclencher à l'intérieur de la surface de réparation sur son pied gauche. Boum, à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Messi trouvé en troisième homme. 1, 2, 3. Passe, ça revient sur Messi et il va enrouler côté opposé, petit filet. Bon, je pense que c'est plutôt un contrôle raté de Nicolas Otamendi.
qui va être comptabilisé comme une passe décisive. Mais Messi ne se fait pas prier, enroule, frappe classique, plat du pied, ras de terre. Et ça fait 1-0 pour l'Argentine. Un but mérité, je sais pas. Finalement, c'est plus la lumière qui vient de Messi parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions à générer jusque-là. À partir de ce 1-0, ça va aller mieux. Mais il y aura quand même des petites sautes de concentration, des petits moments où on voit que cette Argentine est une équipe quand même très fébrile. Ici, Nicolas Otamendi, c'est au retour des vestiaires, je crois 50e minute. Passe en retrait pour Emiliano Martinez. Juste pas assez appuyé en fait. Mais son gardien totalement dans la sauce, en grande difficulté. Et qui est-ce que c'est ici? C'est le gars qui joue en D2 japonaise, qui a marqué contre la Tunisie, Michel Duc, qui est tout proche d'égaliser. Alors voilà, ça c'était au retour des vestiaires, petite panique, mais grosso modo ça va mieux pour l'Argentine en seconde période, initialement. Et c'est à nouveau sur un acte de pression mené par Rodrigo de Paul. Alors là, il vient de très très bas. Je ne vous ai pas inclus le screenshot avant parce que j'ai peur que la FIFA me strike encore une fois. Mais il vient de très très bas. Et il va poursuivre sa course et il va encore la poursuivre sur le gardien. C'est pas une pression. C'est ça qui m'inquiète aussi pour l'Argentine, c'est que c'est pas une pression collective, bien construite, bien orchestrée. Non, c'est juste un acte individuel de gars un peu énervé qui veut impulser quelque chose, comme Messi en première période, comme l'action que j'ai montrée avec Messi. Il était le seul à aller au pressing sur le porteur. Là c'est pareil, Rodrigo de Paul, il va chasser, un petit peu comme un forcené, hop, il y va. Du coup ça finit en 2 contre 1, Mathieu Ryan qui est obligé. Alors il s'en sort pas très bien, mais honnêtement il est mis dans une situation difficile. Et du coup, rate son dribble, Julian Alvarez, hop, qui se retourne très bien. Je trouve que le geste il est très bien senti par Julian Alvarez. Moi je connais beaucoup de joueurs qui ici chercheraient plutôt à temporiser, à se remettre. Et en fait non, lui il déclenche en première intention. Il est vraiment un vrai sens du but. Ça fait 2-0. Et voilà, l'Argentine a sécurisé son avantage. Rodrigo de Paul ne sera pas crédité d'une passe décisive. Pourtant, il n'est pas passeur décisif, mais il est véritablement presseur décisif, comme l'un d'entre vous m'a fait remarquer sur Twitter. Très bon commentaire. Sous mon post, je disais Rodrigo de Paul, passeur décisif sans toucher le ballon. Mais presseur décisif, c'est encore mieux. Je préfère encore cette appellation. Bravo à celui qui a trouvé ça. Mais donc, voilà en gros pour l'Argentine. Derrière, on va avoir quelques situations un peu le Lionel Messi show, où ici, par exemple, boum, au milieu de 3 Australiens, la mer Rouge qui s'ouvre, hop, petite foulée, accélération, je ralentis un peu les screenshots. Pour pas prendre un strike, il va aller ici dans l'espace, hop, puis une seconde fois, petit pont sur Harry Soutar, merveilleux, et il a juste pas le temps de déclencher sa frappe, mais on a failli assister à un des buts du tournoi. Alors malheureusement pour l'Argentine, ils encaissent eux le but de la réduction du score. Franchement ça vient un peu de nulle part. Je vais dire pour le coup ça provient pas vraiment d'une fébrilité argentine. C'est surtout à quel point ils ont été fébriles après avoir encaissé ce but. Mais le but il est très très chanceux. C'est une frappe de Goodwin qui est contrée je pense par Lisandro Martinez. Hop, c'est vraiment pas de chance. La frappe elle part dans les nuages, totalement à côté. C'est un but un peu un fluke comme on dit en anglais, venu de nulle part, un peu chanceux, heureux. Mais moi c'est surtout derrière la réaction de l'Argentine qui là dit beaucoup de choses et là qui est véritablement inquiétante. Avec notre ami Beich qui avait pris un gros coup de karma en première période, qui a failli planter, ce qui là aurait été le but de la Coupe du Monde sans l'ombre d'un doute, surtout vu le scénario, pour égaliser contre l'Argentine alors que tu perdais 2-0, pour passer à 2-2 en 8ème de finale de Coupe du Monde à la 80e minute, et ce qu'il réalise, hop, la percée, bat 2 Argentins, 5 Russes dans la surface de réparation, hop, en bas un 3ème, je pense que c'est Otamendi là qui twerk, et derrière, il faut un retour salvateur de Lisandro Martinez, tacle énorme, magnifique, très content, félicité par Emiliano Martinez. Ça aurait pu tourner au vinaigre pour l'Argentine. Ça aurait davantage pu tourner au vinaigre parce que Lisandro Martinez a eu 2 très très belles balles de but données par Léo Messi qui aurait pu finir avec au moins une passe décisive. Celle-ci par exemple, hop, le décalage parfait. Je sais pas si ça rebondit un peu ou s'il a totalement perdu confiance depuis qu'il a été sorti du 11 après le match contre l'Arabie Saoudite, mais ça passe largement au-dessus pour Lautaro Martinez. Et ici encore en transition, une nouvelle, pied gauche et il bute sur Mathieu Ryan. Ça a été tellement chaud pour l'Argentine qu'à la toute fin, 96-32, l'Australie a eu une occasion en or, avec Kuol, le gars dont on avait parlé en début de mondial, l'Australien à suivre, la petite pépite qui vient de signer à Newcastle United, qui jouera, je pense, à partir de janvier, ou en tout cas qui appartient au club à partir de janvier, peut-être il sera reprêté au Central Coast Mariners où il évolue si je ne me trompe pas, mais bref, qu'à cette occasion, à la 96-35, quelle histoire ça aurait été, c'est stoppé du bras gauche
par Emiliano Martinez, c'est cadré, hein. Cet arrêt-là, incroyable. Et derrière, il se couche dessus. La réaction des Argentins, entre prière et demande de temporisation de calmer le rythme, le gars qui s'écroule sur le sol. Et le match va prendre fin de cette manière. Mais comme je l'ai tweeté dans la foulée, un vrai coup de chapeau à l'Australie. Ils sont venus avec des joueurs de D2 japonaises et ont fait trembler l'Argentine jusqu'au bout. Non seulement ça, mais on fait une Coupe du Monde où ils ont tenu tête au Danemark, où ils ont marqué le premier but contre l'équipe de France, même si derrière on a déroulé, où ils ont battu la Tunisie, sortent de leur groupe avec 4 points devant les Danois et font ce match contre l'Argentine. Et quand je dis ils sont venus avec des joueurs de D2 japonaises, c'est pas de l'exagération, ils ont au moins 2 joueurs de D2 japonaises. Mitchell Duke, il joue à Fagiano Okayama en J2, en Ligue J2 quoi. Et c'est pas le seul, il y en a un autre qui est Albirex, un truc comme ça, en D2 japonaise, c'est le nom du club, qui est pas titulaire. Pour le coup, Duke est titulaire, sinon les autres, c'est pas encore pire, mais je veux dire, les autres, c'est beaucoup de A-League, c'est Central Coast Mariners, c'est Melbourne Victory, non, Melbourne FC, je pense, pour la plupart. Sinon, t'as Stoke City, de la D2 anglaise. Le meilleur joueur, celui qui est le côté le plus fort sur Transfermarkt, c'est Matthew Ryan, le gardien, 5 millions d'euros. Il est à Copenhague, il n'est même pas titulaire. Donc, l'Australie est venue vraiment avec des seconds couteaux, avec un des effectifs les plus faibles du tournoi, et a sorti cette Coupe du Monde. Grand coup de chapeau. Ma note du match, du coup, pour finir, je dirais que c'était un match pas fantastique. J'aurais aimé voir une Argentine beaucoup plus protagoniste, mais on a eu quelques éclairs individuels, ça restait un 8e de finale de Coupe du Monde et on a eu de l'enjeu jusqu'au bout, donc quand même je vais dire un bon 13 sur 20. On a eu des émotions et des sensations, même si le football n'était pas le plus abouti, c'est un euphémisme. Voilà pour Argentine-Australie. Et quand même la qualification des Argentins donc en quart de finale qui vont jouer exactement comme je l'avais mis sur mon tableau final, mais par contre pas dans ma vidéo preview de ce matin où je voyais la victoire des États-Unis, qui vont jouer les Pays-Bas. Les Pays-Bas de Louis van Gaal, vainqueur donc des États-Unis de Greg Berhalter, but de Memphis Depay à la 10e minute, Danny Blind juste avant, Daley Blind, pardon, Danny c'est le père et on va le voir tout à l'heure, Daley Blind juste avant la mi-temps 45+1, le coup de massue véritablement. Denzel Dumfries qui alourdit le score après que Wright ait inscrit un but un peu bergkampesque contre ses Pays-Bas pour réduire le score à 2-1 à la 76e minute. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de la prestation des hommes de Louis van Gaal et de Denzel Dumfries qui a fait un match extraordinaire, buteur, double passeur décisif, un but sauvé avec un retour sur la ligne, énorme activité sur son côté. Denzel Dumfries, c'est une des grandes performances de cette Coupe du Monde, là, ce 8e de finale. Il se congratule avec Frenkie de Jong, que j'aime beaucoup, mais qui a été à des années-lumière de la production de Denzel Dumfries sur ce match. Louis van Gaal, je ne sais pas si c'est un... Ça, c'est un Van Gaal content. Ça, c'est très content même. Mais donc plutôt des Pays-Bas satisfaits qui auraient pu pourtant très vite, au bout de la 3e minute de jeu, passer derrière. Christian Pulisic a cette énorme occasion qu'il gâche franchement en tirant sur le pied de Noppert. Moi j'aime beaucoup Noppert, j'en parle depuis un moment sur ce tournoi, je trouve que c'est un des top 3 meilleurs gardiens de la Coupe du Monde pour l'instant, mais là il lui tire dessus. On va le revoir, Daley Blind couvre, grosse erreur de placement ici, on voit cette ligne défensive là qui n'est pas du tout alignée, et Weston McKennie qui sent bien le coup pour le coup, et qui va mettre un petit ballon à destination de Christian Pulisic. Là sur un retour de corner, ça rappelle dans une moindre mesure Neymar, pour Marquinhos contre le Bayern, le match dans la neige là, sur retour de corner, toute la défense est en train de remonter, hop, pied gauche qui prend toute la défense à revers, pour un gars que tu pensais hors jeu, qui l'est pas, c'est juste dommage qu'il tire vraiment exactement sur le pied de Noppert. Donc voilà, ça reste à 0-0 là-dessus. Ce qui était intéressant pour les Pays-Bas, c'est que initialement les États-Unis pressaient, et en 3 contre 3, on le voit là, les 3 avants américains, Pulisic, Weah, et comment il s'appelle, Ferreira, qui a tenu qu'une seule mi-temps, je ne me souviens plus exactement de son nom, c'était sa première apparition sur cette Coupe du Monde, et il a été sorti au bout de 45 minutes pour faire place à Joe Reyna. Mais donc les Pays-Bas qui étaient à 3 derrière, Van Dijk, Ake, Timber, du coup il y avait tout le temps Frenkie de Jong qui décrochait pour faire une supériorité numérique à la relance et pour battre ce trio. Donc le pressing américain était plutôt neutralisé. Et quant à Frenkie de Jong, la machine à battre des pressings, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Cette séquence, quand je l'analysais à la base, je me disais ok, c'est plutôt anodin, enfin je l'avais inclus et noté pour parler de ce que faisait Frenkie, le 4 contre 3, etc. Comment les Pays-Bas se sortaient de la pression. Mais ce que j'avais pas réalisé par contre, c'est que ça, c'est la séquence qui amène le but. J'avais pas noté que ça provenait d'aussi bas. Il y a un bel échange là, je vais essayer de pas aller trop vite. Comme vous le savez, on est de plus en plus vigilant avec les copyrights, mais voilà, bel échange, tac, ça repart derrière, ça recycle, hop.
Et finalement, c'est cette séquence, hop, Daleblin, boum, qui remet, je pense que c'est sur Martin de Roon, ou non, il la met directement, il me semble, si je ne me trompe pas, hop, pour Memphis Depay, là, qui est venu décrocher. Vous ne le voyez pas encore, mais il va arriver dans cet espace. Ouais, voilà, c'est ça. Boum, pour Memphis, qui a décroché, qui va la remettre sur De Roon face au jeu, pour Davy Klaassen. Franchement, ça c'était une séquence grand art, avec Davy Klaassen qui remet encore pour Memphis Depay. La succession et la combinaison de triangles, là on a vu du Cruyff, et Memphis Depay qui trouve Cody Gakpo, qui accélère pour Denzel Dumfries, qui centre en retrait. Memphis Depay, là, qui est tout seul, qui a été un peu laissé par son vis-à-vis son marqueur, on va le revoir sur le ralenti, va pouvoir conclure, reprendre dans le petit filet. Superbe conclusion. Je trouve que quand Memphis Depay est à la finition des actions, ça se passe bien. Quand il est à la conduction, pas top. Moi, dans mon idée, c'est Frenkie pour l'ouverture, Frenkie pour ouvrir, en gros, ouvrir le jeu, créer la première étincelle et ouvrir l'espace. Frenkie pour ouvrir, Gakpo pour conduire et Memphis pour finir. Quand ça se passe dans un autre ordre, quand par exemple c'est Memphis pour conduire plutôt, ça se passe beaucoup moins bien parce que c'est pas un très bon, il est pas top à la conduite, je trouve, Memphis. Les erreurs dans la décision, la vision, le choix, parfois même l'exécution technique. Par contre, à la finition, ouais, c'est un top finisseur. Et 1-0 pour les Pays-Bas. Au bout de leur première vraie situation de la rencontre. Ok, voilà, on le voit ici en gros, Memphis qui, ici, Tyler Adams est encore dessus et il va le perdre, il va pas poursuivre son repli et son recul défensif jusqu'au bout. Sur ce centre en retrait, voilà, l'espace s'est créé, vous voyez, et ça va être facile pour Memphis de finir seul, sans opposition. C'est ça que j'ai regretté chez ces États-Unis, qui était intéressant sur certains points, mais par contre, de grandes difficultés une fois arrivé dans le dernier tiers, mais techniquement de très grandes difficultés, et de très grandes difficultés derrière, avec plein d'erreurs de concentration, plein d'erreurs de positionnement. Vraiment, c'est une équipe qui défend très mal son dernier tiers et qui l'a payé très cher contre des Pays-Bas qui n'ont pas créé grand-chose et qui, une fois qu'ils ont pris l'avantage, ont vraiment fermé. On le voit ici, par exemple, au milieu de terrain, c'était typique de ce qu'on voit des Pays-Bas depuis le début de la compétition, prendre l'entrejeu en 1 contre 1. Davy Klaassen, là, sur Tyler Adams, Martin de Roon sur Weston McKennie et Frenkie de Jong sur Yunus Moussa. Les trois ont tellement peu touché le ballon alors qu'ils sont le moteur, la force de ces États-Unis, et c'est ce que j'annonçais comme étant un point qui allait potentiellement poser problème aux Pays-Bas, la force athlétique de ces États-Unis à l'intérieur du jeu, leur grande vivacité, énergie surtout, vraiment le moteur, quoi, le trimoteur, et finalement ils ont été très peu trouvés. En revanche, on a vu aussi la fébrilité des Pays-Bas. Là, je vais parler de 2 équipes qui l'ont emporté, l'Argentine et les Pays-Bas. Pour moi, les deux ont montré aussi beaucoup de lacunes. Ils ont montré à quel point il y a encore beaucoup de travail pour espérer faire partie, pour espérer aller remporter cette Coupe du Monde. Même si le tableau va s'ouvrir, il y en aura forcément un des deux en demi-finale, donc évidemment tout est possible. Mais j'ai vu aussi beaucoup de lacunes des deux. Typiquement là, en fait, ce marquage individuel, par exemple, quand il est battu, quand un espace réussit à être ouvert, ici, bonne passe de Zimmerman et surtout top contrôle en première intention de, comment il s'appelle, Taylor Robinson, c'est ça, le latéral gauche américain. Hop, super contrôle en une touche. La pression est battue, derrière, l'espace qui s'ouvre est énorme. Et le problème, voilà, les États-Unis se sont retrouvés par exemple dans cette situation. Mais c'est arrivé régulièrement ça. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas assez de qualité, de justesse pour finir. Ils sont pas assez tueurs, ils n'ont pas d'assez bons joueurs offensifs, tout simplement. En gros, il y a Pulisic, et même lui, c'est pas un très bon finisseur stricto sensu, et les autres, c'est trop pauvre. Alors que pourtant, ouais, j'aime bien Timothy Weah, l'autre, je le connaissais pas, mais c'est pas au niveau 8e de finale de Coupe du Monde. T'as pas pu bonifier ces bonnes situations que tu t'es créées quand tu as réussi à battre la pression. Là, tu as par exemple Taylor Robinson, le choix qui est fait est mauvais, Virgil van Dijk intercepte facilement. C'était trop facile pour les Pays-Bas de défendre, ce qui aurait dû être des occasions qui les mettaient vraiment en grande difficulté. Ici par exemple aussi un autre bon ballon trouvé, hop sur le côté, la pression est battue, le 1 contre 1 est battu, c'est ça aussi les risques de cette approche très extrême, mais derrière qu'est-ce qui se passe? Accélération, je pense que c'est Timothy Weah là qui remet en retrait, le contrôle est mauvais, ça lui échappe, Pulisic ici, il va essayer de trouver un ballon de l'autre côté pour Robinson, mais la passe elle est trop appuyée, elle est mal mise, et voilà, et on se retrouve avec ça. Tu passes de ça, où tu avais un bon truc à jouer, à finalement ça, où la passe passe beaucoup trop loin,
Et ici, la défense a pu se replacer, il n'y a plus rien à jouer. L'action, elle est finie, t'es dos au but, t'es en train de te retourner. Taylor Robinson, voilà, ça c'est la fin de l'action. Il adresse un centre dans la niche de Noppert, il n'y avait personne à la réception. Les États-Unis payent leur manque de qualité. Pourtant, les Pays-Bas, même si sur 30 minutes, je trouve qu'ils ont plutôt bien protégé leur axe, plutôt bien bouché leur axe, ils ont de plus en plus laissé des espaces. On a vu que c'était pas infaillible en gros. Moi, pendant une demi-heure, je me disais, ah ouais, la masterclass défensive de Louis Van Gaal. C'est vraiment ça l'angle de ce match. Et après, je me dis, en fait, non. J'aimerais bien, entre guillemets, ce serait plus facile comme explication, mais la réalité, c'est qu'ils ouvrent quand même beaucoup d'espace. Il y a beaucoup de lacunes dans leur approche défensive. Ici, Sergiño Dest passe entre deux plutôt facilement. Mais derrière, il n'y a rien. Derrière, il n'y a pas le bon appel, pas la bonne course, pas la bonne finition. Sergiño Dest, il va essayer de finir, boum, c'est contré. Encore une fois, les États-Unis n'ont pas réussi à profiter de leur moment, alors que les Pays-Bas en face, c'était tout l'opposé. Ils ont eu 2 situations en première mi-temps, ils ont eu 2 tirs cadrés, ils marquent leurs 2 buts sur 2 actions qui se ressemblent terriblement. À nouveau, Denzel Dumfries qui est trouvé sur le côté, le marquage n'est pas bon, de Taylor Adams sur lui, il s'entre en retrait. Et à nouveau, ici, Daley Blind va pouvoir reprendre sans opposition, alors que Sergiño Dest est censé être devant lui, est censé le marquer, est censé l'empêcher de reprendre ce centre. Vous allez voir que quelques secondes plus tôt, il est ici, les mains sur les hanches, un peu fatigué par les efforts qu'il vient de réaliser, surtout pas concentré, ne voit pas son vis-à-vis. Sergiño Dest, c'est un bon latéral offensif sans doute, mais vraiment pas défensivement, en tout cas dans la protection de surface en tout cas. Et là, il est battu, mais facilement par Daley Blind, qui reprend en point de pénalty sans opposition. Matt Turner est fou, Zimmerman est fou, Tim Ream est fou, et Sergiño Dest est fautif. Voilà pour les Pays-Bas qui arrivent à la mi-temps à 2-0. Daley Blind qui va aller célébrer avec son père qui est très occupé à donner des consignes. Il le regarde à peine. C'était une séquence assez comique, mais très très belle image de ces Pays-Bas. Quelle famille de football, les Blind. Et du coup, au retour des vestiaires, Louis Van Gaal fait un double changement. Je trouve quand même assez indicatif d'à quel point il était insatisfait de la prestation néerlandaise. On pourrait se dire, ouais, ils rentrent au vestiaire 2-0. Ils ont été limite italiens dans leur approche, tueurs mais très solides. En fait, Van Gaal, je pense, il n'est pas très satisfait de la production. Il sort Klaassen et De Roon. Il fait entrer Bergwijn et l'autre, Koop Meiners, bien sûr, au milieu de terrain. Donc voilà, les États-Unis à nouveau ont eu des mouvements tranchants, là par Weston McKennie. Typiquement, de la même manière, je pense que ici, il y a un ballon à mettre pour Timothy Weah. C'est le truc qu'il faut trouver en première intention, peut-être en interrompant ta course un peu plus tôt, mais il va ralentir, va être conduit à fixer. Là, finalement, il écarte, mais c'est trop tard, et même la passe n'est pas assez juste. Regardez, ça c'est la passe. Timothy Weah, il est même plus, son orientation de corps, elle est même plus bonne pour aller prendre la profondeur, finir ou frapper fort, poteau opposé, centrer fort quelque chose. L'orientation est même plus bonne, les joueurs se sont pas compris et la passe techniquement, elle est beaucoup trop lointaine. Timothy Weah, c'est là qu'il la reçoit finalement. C'est là qu'il la reçoit finalement sur cette situation qui était très prometteuse, quasiment à 4 contre 4 au début de la transition offensive. Et derrière, Sergiño Dest, il en est réduit à 7 frappes du gauche extérieur qui va finir en touche. Et il est totalement dépité et il a fait un très très mauvais match, à l'instar du secteur offensif américain qui a été vraiment, j'ai trouvé, extrêmement pauvre sur cette rencontre. Denzel Dumfries, bien sûr, l'inverse, lui top niveau, là l'appui sur Bergwijn. Les Pays-Bas en gros ont trouvé eux des espaces, là cette passe de Koop Meiners, boum, magnifique, pour, il me semble que c'est Denzel Dumfries qui s'est déplacé dans cet espace et qui va donner là à Gakpo en remise. Gakpo première touche pour Memphis. Dumfries, Gakpo, Memphis, Bergwijn. Quand il y a eu des combinaisons là, ouais, on a vu que les Pays-Bas c'est quand même un autre niveau. Et Matt Turner a fait un bon match pourtant. Les Pays-Bas se sont créés quelques occasions. Le truc problématique par contre, c'est Memphis Depay dans sa moitié de terrain. Il y a eu quelques erreurs, typiquement ici. Pourtant au bout d'une belle remise de Frenkie de Jong, là en gros, en retrait, il va mettre un ballon vraiment mal maîtrisé. Ça, c'est vraiment les passes en retrait d'attaquants. Ça me rappelle une de Nuno Tavares avec Arsenal l'année dernière contre je sais plus qui avait fait pas mal de bruit parce qu'en gros, il donne quasiment un but à l'adversaire alors qu'il y a un bon contre à jouer. Voilà, c'est un peu la même chose pour Memphis Depay. Boum, en retrait sur Haji Wright qui est rentré, qui dribble nos pertes. Hop, et qui est-ce qui est revenu sur la ligne ?
évidemment, c'est Dumfries qui sauve le but et qui ajoute une autre contribution décisive à son match. À nouveau, Memphis Depay là, la remise dans sa moitié de terrain, elle est ratée. Encore un bon ballon pour les États-Unis. Et ça, c'est l'action qui va amener à la réduction du score, le 2-1. Pour le coup, bonne passe de l'entrant DeAndre Yedlin pour Christian Pulisic qui centre au premier poteau. Ian Wright reprend. Ian Wright, n'importe quoi. Haji Wright reprend, on va pas réincarner Ian Wright du côté américain. Reprend. C'est un peu miraculeux la finition, je pense que c'est beaucoup de chance, ça sert à rien que je vous la montre en screenshot, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, mais ça donne un geste absolument fantastique et le geste bergkampesque un peu comme je disais tout à l'heure, incroyable. Mais voilà, les États-Unis ont eu dans la foulée une autre occasion, un peu la fébrilité des Néerlandais, un peu comme l'Argentine après la réduction du score en fin de match. Passe de Christian Pulisic, elle est un poil trop forte, mais super sortie de Noppert qui là aussi a brillé, pas que sur sa ligne, dans l'anticipation, magnifique sortie qui permet aux Pays-Bas de rester à 2-1 et derrière ils vont aller planter le 3-1. Ça c'est sur une très belle action collective. Frenkie de Jong, mais à nouveau on a vu typiquement ce qu'on disait, je sais plus c'était contre l'Angleterre ou l'Iran pardon, mais le bloc défensif américain, un peu comme tout à l'heure l'Australie contre l'Argentine, très dense sur la largeur. Surtout verrouiller l'axe avant tout. Mais quant à Dumfries, qui est libre là, quant à Daley Blind, qui est plutôt un bon centreur aussi, enfin les Pays-Bas, ils ont de la menace sur leur 3-5-2. Ils ont de la menace sur les côtés. Pas du tout comme l'Argentine tout à l'heure. Donc cette approche défensive, elle me paraît très risquée. Et Turner, il dit, attention au second poteau les gars. Attention au second poteau. Il y a Denzel Dumfries qui est seul là. Son centre va le trouver. Sa reprise est bonne. Ça fait 3-1 pour les Pays-Bas qui n'auront pas eu le temps de douter et qui obtiennent franchement une victoire méritée. Ils étaient assez nettement au-dessus des États-Unis. Berhalter est dégoûté, Van Gaal est satisfait. Ma note c'est 12/20. Je trouvais que le match était correct, mais pas le plus emballant du monde. Pourtant, moi, le projet de jeu néerlandais sur la première mi-temps, par exemple, il m'a pas déplu. Je trouve que c'est intéressant, un projet de jeu qui est bien mené, l'axe verrouillé, faire très mal en transition, super bien exploiter la largeur. Enfin, c'est intelligent, c'est finement joué. Et l'effectif, c'est pas un effectif qui déborde de qualité individuelle. C'est pas peut-être le jeu néerlandais dont on a l'habitude, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu aussi, mais en tout cas celui qui est historiquement souhaité sur les plateaux de télévision. Moi je regardais un petit peu la chaîne 1 néerlandaise, Number One, c'est pas Ziggo, c'est pas ESPN, c'est la vraie une quoi. Ils ont leur petit plateau de discussion, il y avait Van der Vaart, Marco van Basten qui discutaient, etc. Apparemment à la mi-temps, il disait qu'en gros c'était pas satisfaisant. Bon, c'est quand même une victoire 3-1 face à des adversaires qui n'ont pas créé grand-chose. Mais j'ai un petit peu peur pour les Pays-Bas quand le niveau de l'adversité sera supérieur. Parce que ces États-Unis, finalement, je les ai trouvés assez faibles dans les deux zones qui comptent le plus du terrain. Et donc voilà, grosso modo, pour ces deux analyses. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait trop kiffer, franchement, de retrouver des matchs en dehors du multiplex. Le multiplex de troisième journée de phase de groupe, c'était génial pour les émotions, ça débordait. Mais c'était dur de se concentrer, de lire les matchs tactiquement, tous les petits enseignements et tout. Et ça, c'est quand même ce que je préfère, je pense, dans ces matchs de Coupe du Monde. Et là, l'un après l'autre, avec 2 heures entre chaque, pour bien revoir le match des Pays-Bas, faire une petite sieste aussi pour être prêt à lire la rencontre, c'était très plaisant. J'ai vraiment pris un gros kiff ce soir. En attendant demain à 16h, donc France-Pologne, vous avez ma preview de ce match qui est disponible depuis quelques jours. N'hésitez pas à aller checker. Et Angleterre-Sénégal dans la foulée à 20h. J'ai sorti ce matin aussi tous mes pronos pour les huitièmes de finale. Et on en a déjà un gros raté, du coup. Et on verra sur les scores exacts, mais j'ai mis pas mal de surprises. Donc j'espère que ça tournera dans mon sens. Mais en gros, si vous voulez vous hyper un petit peu pour les matchs, en sachant que mes pronos à moi sont pas top en général, vous fiez pas à ça pour aller sur votre application, etc. Mais plus, si vous voulez faire grimper un peu la tension et avoir un peu des enseignements sur la phase de groupe juste avant, j'ai fait aussi ce matin mon 11 de la phase de groupe avec un petit cadeau entre guillemets, c'est que finalement j'ai fait 2 11 dans cette vidéo, le 11 des éliminés et le 11 des qualifiés. Et je suis assez content de cette vidéo, donc si ça vous intéresse, que vous voulez faire un petit bilan de ce qu'on a vu pour l'instant après 15 jours de mondial quasiment, peut-être un poil moins, et à 15 jours de connaître le vainqueur de cette édition, n'hésitez pas à aller checker ça. Merci à vous de votre patience sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vraiment, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, et on se retrouve dès demain pour 2 analyses. Rendez-vous demain, prenez soin de vous et de vos proches, et à demain qui est dimanche donc. Moi je perds totalement le rythme des jours. Aujourd'hui, on est samedi, je pensais on était mercredi ou quoi.
Je suis totalement déconnecté, mais c'est pour la bonne cause et c'est plutôt un plaisir. Rendez-vous demain donc, dimanche. Passez un bon week-end, un bon samedi soir et un bon dimanche matin. Rendez-vous demain et à tout à l'heure, à très vite. Bisous.